Bonjour. Lorsque l'on parle dans les médias du 9-3, ou plutôt comme on dit aujourd'hui du 9 cube, c'est le plus souvent pour évoquer les violences, les quartiers, les gangs, les trafiquants. Mais le 9-3, ce n'est pas que cela. C'est bien sûr le Stade de France, c'est aussi la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France, mais c'est aussi l'un des départements les plus industriels de France. Je crois qu'il y a eu quelques décennies, dans les années 70, la Seine-Saint-Denis était le département le plus industrialisé de France et même d'Europe. Et c'était aussi, ceci explique peut-être cela, le bastion du Parti communiste. Jusqu'en 2007, année où le PS a pris la présidence du Conseil général. Claude Barthelone, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en Tunisie il y a bientôt 60 ans, mais vous êtes arrivé très jeune. Non, que 10 ans. Hein? J'y suis resté que 10 ans. Oui, mais vous êtes arrivé... Ah oui, pardon. Vous êtes né en Tunisie il y a bientôt 60 ans. Le 29 juillet, voilà. Le 29 juillet de cette année. Mais vous êtes arrivé très jeune en Seine-Saint-Denis, donc à 10 ans. Oui. Alors après vos études, vous commencez comme cadre dans une entreprise pharmaceutique, mais vous allez tomber très tôt en politique. Je crois que vous adhérez au PS juste après la défaite de 1974. Et en 1981, eh bien, à la surprise générale, vous devenez député dans la vague rose des élections de mai 81, juin 81 plutôt, et vous êtes élu l'un des plus jeunes députés de France. Et Exact. depuis, vous avez été constamment réélu dans une circonscription qui réunit les Lilas, Pantin, Bagnolet. Et le Pré-Saint-Germain. Et le Pré-Saint-Germain. Alors, vous avez été ministre de la Ville sous le gouvernement Jospin de 1998 à 2002. Et ensuite, vous avez pris la présidence du Conseil général de Seine-Saint-Denis en 2007. Et depuis, vous investissez à fond. Au PS, on en parle 2 minutes. Vous étiez un fidèle de Laurent Fabius et vous avez soutenu à fond Martin Aubry. Donc vous êtes, je crois, secrétaire aux relations extérieures maintenant du PS. Exact. Voilà. Et comme président du Conseil général d'un département hyper endetté, parce que je crois que vous avez la 4e dette départementale, non ? Oui, malheureusement. Et en plus, si ce n'était que cela, j'ai 93% de cette dette au moment où j'ai été élu qui était constituée de produits structurés, qui sont les subprimes à la française. Mais expliquez-nous ça un peu, parce que c'est un autre combat, je crois. Ah oui, ça a été un moment terrible. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années, fin des années 90, un certain nombre d'établissements bancaires, et notamment Dexia, découvrent que les collectivités locales ont des recettes et que du coup, avec l'ouverture à la concurrence des emprunts des collectivités locales, ce n'était plus tellement le flux qui était devenu intéressant, mais le stock. Le stock. Et pour échapper à la concurrence que se livraient les établissements bancaires, ils ont mis au point chacun leurs produits qui permettaient d'éviter la concurrence et qui surtout étaient un moyen de perdre totalement les élus. Et, par exemple, ils ont réussi à refiler au département de la Seine-Saint-Denis des emprunts indexés sur la parité comparée de l'euro-dollar d'un côté et de et le yen-franc suisse de l'autre. C'est pas mal. Bon. Ce qui est vraiment une dérive financière considérable dans la mesure où vraiment les collectivités locales n'étaient pas du tout prêtes à assumer techniquement ces emprunts. Moi, je dois vous dire que tous les matins, je suis obligé de me renseigner au fixing de Londres pour savoir exactement quelle peut être l'évolution de ma dette. Et pour vous donner une idée, j'ai un emprunt qui est sorti de la période de garantie il y a quelques semaines. Il était, au moment où il a été proposé aux collectivités locales, basé sur une période garantie de 4 ans à 2,3, là, il est à 17%. Donc, on est vraiment avec des produits où tout le monde s'est mal conduit avec les collectivités locales. Je pense qu'il y a eu d'abord la mauvaise conduite du Crédit local de France, qui avait un rôle particulier vis-à-vis des collectivités locales. Et pour un certain nombre d'entre elles, elles ne se sont pas rendues compte du changement de rémunération de ses responsables et de ses salariés. Ils n'ont pas compris les produits. Ils n'ont pas compris les produits. Voilà. Et je pense que la direction générale des collectivités locales n'a pas été assez attentive à des remarques qui étaient faites par un certain nombre de spécialistes qui disaient attention, halte au feu, il n'y a pas de provision qui est faite sur un certain nombre de produits dangereux. Et pour un certain nombre est-ce que vous avez obtenu des révisions? Alors pour le moment, non. Si vous voulez, lorsque j'ai porté ce combat des emprunts toxiques,
Au départ, on a dit c'est un coup de com' du président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. J'insiste sur Seine-Saint-Denis parce que nous ne sommes pas des mauvais numéros. Et je pense qu'un moyen aussi de changer l'image de marque du département, c'est d'essayer de rétablir ce nom de Seine-Saint-Denis. Donc, je sais que l'on nous a beaucoup mis des chiffres avec des puissances 3 quelquefois, mais j'essaye de réinstaller Seine-Saint-Denis. On a dit c'est un coup de com' de la Seine-Saint-Denis, alors qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y en a partout. Et dernièrement, la structure de surveillance des offices d'HLM a eu l'occasion de dire attention, il y a des emprunts structurés. Il y a des hôpitaux aussi. Il y a des hôpitaux. Bien sûr, les hôpitaux, le port du Havre, un certain nombre de services départementaux d'incendie. Et quelquefois, des communes, vous savez, dès que vous êtes porteur d'un combat comme celui-là, j'ai dernièrement une commune de Corse de 3000 habitants qui m'a dit, voilà, nous, on a des emprunts structurés. Et au moment où on a cherché un emprunt, Dexia nous avait dit, c'est ou ça ou rien. Donc là, l'État a pris, à un moment donné, une initiative qui est de dire il faut une charte de bonne conduite. Mais pour le moment, ça ne me satisfait pas, parce que la charte de bonne conduite, elle est pour le passé, elle est pour l'avenir. Pour l'avenir, mais pour le passé. Vous continuez à payer les 17% voilà. d'intérêt, etc. Là, j'ai décidé que tous les emprunts qui allaient venir à maturité, je ne paierai pas. Je ne paierai pas. Donc, je vais aller devant les tribunaux dans les semaines qui viennent. Et là, sur un d'entre eux, en particulier, j'ai annoncé à la banque, DEPFA Bank en particulier, que je ne paierai pas. Banque allemande. Voilà, et j'attends maintenant que ce soit eux qui m'attaquent. Alors, vous avez lancé un second pavé dans la mare l'année dernière. Oui. C'est auprès du gouvernement, puisque vous avez présenté un budget du Conseil général en déficit, enfin, non pas en déficit, mais avec des recettes qui ne sont pas gagées. Exact. Pourquoi ? Parce que les collectivités locales aujourd'hui, notamment les départements, sont le guichet pour payer des dépenses obligatoires décidées par l'État. Les transferts de... RMI, RSA, qui relèvent de la solidarité nationale, l'allocation départementale pour les personnes âgées, qui relève de la solidarité nationale, ou l'allocation pour les personnes handicapées. Au moment des lois de Raffarin de 2004, tout le monde avait considéré que c'était une bonne chose de rapprocher un certain nombre d'outils de solidarité au plus près de ceux qui devaient en bénéficier. Et intellectuellement, ça va, à condition de ne pas casser la solidarité nationale. Oui, et que les ressources suivent. Voilà. Or, aujourd'hui, sur ces prestations, entre ce que je paye au nom de l'État et ce que me donne l'État, j'ai une différence de 169 millions d'euros. Sur un budget d'1,5 milliard, vous voyez un petit peu ce que cela peut donner. Avec une conséquence nette, c'est que c'est finalement un coup de canif porté à la solidarité voulue par le Conseil national de la résistance. Nous ne sommes plus dans une solidarité nationale, mais pour le RMI, RSA, par exemple, pour la Seine-Saint-Denis, ce sont les pauvres qui payent pour les plus pauvres. Oui. Et dans les départements ruraux, ce sont les personnes âgées qui payent pour les personnes encore plus âgées. Donc, j'ai présenté un budget où j'ai inscrit une partie de la dette de l'État. J'ai inscrit 75 millions en disant, voilà ce qui me permet de maintenir les services publics locaux. Et si le gouvernement ne paye pas ces 75 millions, qu'il prenne la responsabilité des suppressions, de la réduction d'un certain nombre de services publics. Et alors là, vous en êtes où ? Eh bien, là, en l'occurrence, bien entendu, ils ont refusé de payer parce qu'ils se rendent compte qu'il y a ça fera jurisprudence. Si, bien sûr, bien sûr. Mais en l'occurrence, vous vous rendez compte que nous sommes sur un dossier qui sera au cœur de la prochaine élection présidentielle. Parce que finalement, depuis l'arrivée du président Sarkozy, en gros, on a payé la loi TEPA en réduisant un certain nombre de services publics nationaux, l'éducation nationale, la santé, la sécurité, parce que même sur la sécurité, nous aurons 4000 postes qui seront supprimés de policiers et de gendarmes. Et le deuxième tome, si on le laisse s'écrire, ce sera la réduction des services publics locaux pour permettre de continuer cette politique fiscale que je trouve injuste. Pourquoi ? Parce que les collectivités locales, à l'inverse de l'État, n'ont pas le droit de voter un budget en déficit. Et du coup, lorsque vous êtes obligé de voter en équilibre, lorsque vous avez moins de ressources avec la taxe professionnelle en particulier, vous verrez cette histoire, bientôt l'État va se rendre compte de l'ardoise que représente la suppression de la taxe professionnelle avec des entreprises qui commencent à se rendre compte que ce n'est pas forcément celles qui en avaient le plus besoin qui ont bénéficié de cette suppression de taxe professionnelle. Et du coup, quand vous êtes obligé de payer des dépenses obligatoires, celles que je viens de vous indiquer, que vous avez moins de moyens financiers... On fait monter les impôts locaux.
Alors, qui où monter augmente les impôts d'ailleurs, qui locaux? augmente massivement. Mais cette année, à partir maintenant que la ATP est supprimée, vous êtes pour l'essentiel sous dotation de l'État. Et donc, quand vous êtes sous dotation de l'État, quand vous ne maîtrisez pas vos recettes et quand vous ne maîtrisez pas vos dépenses, vous pouvez avoir des champs entiers qui peuvent réduire à l'état de ruine. Parce que quelles sont les dépenses non obligatoires d'une collectivité locale département? C'est la culture, c'est le sport, c'est le développement économique. Ce sont toutes les politiques innovantes qui, quelquefois, sont bien adaptées à un territoire. Et qui, dans des départements comme le vôtre, sont très importantes. Bien sûr. Parce que c'est ce qui peut créer un lien social. Bien sûr. Et resocialiser bien sûr. Et puis, qui notre... donne des points de repère communs. Moi, je le dis, nous sommes en Seine-Saint-Denis le département le plus jeune et le plus pauvre de France hexagonale. Mais en plus, nous sommes le département de toutes les couleurs. Et si l'on veut éviter de renforcer le ghetto, moi je ne dis pas attention au ghetto, nous y sommes. Pour un certain nombre de quartiers, hélas, nous y sommes. Mais si nous voulons éviter de renforcer le ghetto, il faut notamment sur les actions culturelles montrer tout ce qui peut être partage d'un avenir commun. Oui, parce que le paradoxe du 93, de la Seine-Saint-Denis, c'est que d'un côté vous avez des entreprises qui arrivent, il y en a toujours eu, elles sont parties. Il y a eu les industriels sont partis, mais maintenant les services viennent. Vous avez BNP Paribas qui est installé. BNP Paribas. Vous avez aussi SFR à Saint-Denis, qui va faire venir 8500 emplois. Exact. Hermès. Veolia qui va s'en venir. Oui. Voilà. Dior, qui relocalise un certain nombre de productions qu'ils effectuent à l'étranger parce qu'ils ont besoin du Made in France pour pouvoir se développer sur un certain nombre de marchés. Et Generali, qui a été la première entreprise qui a eu l'occasion de venir. Mais en même temps, le chômage reste plus élevé que la moyenne, 11%, je crois. Bien sûr. Hein, et notamment le chômage des jeunes. Bien sûr, et notamment sur les zones urbaines sensibles. Oui, alors, ce qu'on me dit, vous avez 36 quartiers sensibles. Hein, oui. Et dans ces quartiers, 43% des jeunes actifs sont au chômage. Hommes. Et 36-37 pour les femmes. Exact. Voilà. Et du coup, on est dans cette période où l'avenir hésite. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, le département de la Seine-Saint-Denis sera au cœur du Grand Paris. On y reviendra, si vous voulez, dans quelques instants, parce que nous sommes en train de mettre sur le marché tous les terrains issus de la désertification industrielle, sur un département qui a des atouts considérables. Avoir 2 plateformes aéroportuaires, Roissy, qui est la première porte d'entrée pour le fret, et la deuxième porte d'entrée européenne pour les passagers. Le Bourget, il n'y a pas un territoire qui a un grand aéroport d'affaires qui ne connaissent pas le développement. Villepinte, Gare au Nord. Nous avons le parc des expositions qui rassemble chaque année autant qu'aurait pu rassembler les Jeux Olympiques sur une année. Donc nous avons un certain nombre d'atouts considérables et nous avons tous ces terrains qui sont issus du passé industriel de la Seine-Saint-Denis, sur plein de communes, sur l'axe compris entre le canal de l'Ourcq et la Nationale 3. Bref, nous avons un certain nombre de terrains à mettre sur le marché qui permettent d'accueillir des entreprises qui viennent, il faut le dire, dans un premier temps pour des raisons hôtelières. On vend les mètres carrés que l'on a sur Paris intramuros et on s'installe dans le meilleur. Ça leur coûte moins cher en termes immobiliers de s'installer. Mais alors ensuite, le problème, c'est comment faire en sorte que les entreprises ne se contentent pas d'apporter leurs salariés de l'extérieur, de Paris en général, mais recrutent également en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est le pari que je qualification. C'est le pari que je fais. Une fois que les entreprises sont installées sur le territoire, elles ont moins d'a priori. C'est-à-dire que le jeune garçon ou fille de toutes les couleurs, elles ne le voient plus comme le black ou le beurre. Ils se disent il est sorti d'une université qui donne des diplômes de qualité, par exemple Villetaneuse ou Saint-Denis. On leur a fait passer un certain nombre d'entretiens d'embauche. Donc il y a cette possibilité de contact plus facile. Et puis, je vous le dis, même si malheureusement, là, nous avons été rattrapés par la crise qui a ralenti mon cheminement intellectuel, mais je regarde de très près les pyramides des âges de toutes ces entreprises. Donc, elles vont connaître des départs massifs à la retraite, quelles que soient les modifications apportées par le gouvernement sur l'âge de la retraite. Et du coup, sur le département le plus jeune de France hexagonale, je fais attention à la Réunion, lorsque je parle de France totale, eh bien d'un seul coup, nous sommes un atout. Et je dois vous dire que je suis très heureux d'avoir des contacts avec des chefs d'entreprise
avec qui je me coltinais il y a quelques années sur les discriminations à l'embauche, qui commencent à me dire « mais vous avez des jeunes qui sont formés dans des universités de qualité et qui parlent le français, qui parlent la langue de leurs parents et qui parlent une langue internationale ». Et du coup, ils deviennent quand même une cible dans leur planification qui les intéresse. Mais je dois vous dire que ça, c'est un combat de tous les jours. Et tout ça s'inscrit dans le cadre du projet du Grand Paris. Oui. Alors, je crois que vous avez accueilli favorablement, globalement, ce projet. Et vous avez fait une proposition il y a quelques jours, oui. Notamment pour les moyens de transport, qui sont un des points clés de ce Grand Paris. C'est une proposition alternative par rapport aux deux projets qui étaient présentés. Alors, vous pouvez nous expliquer ça? Voilà. Il y a eu d'abord la proposition faite par le président de la République dans le cadre du Grand Paris. C'est un métro rapide qui devrait réussir à relier Roissy à Orly. Alors, en contournant par les grands quartiers populaires de la grande périphérie. C'est un système de transport qui permettrait de desservir Clichy, Montfermeil, Aulnay, Tremblay, qui a des avantages, mais qui a un inconvénient, c'est que c'est une ligne surtout boulot-boulot. Ou domicile-boulot. Or, lorsque l'on voit sur les indices de trafic des grandes métropoles aujourd'hui, ce n'est pas forcément la part de transport la plus importante. On se rend compte que quand même la part de transport liée au lien entre lieu de domicile, lieu d'enseignement, lieu de consommation, lieu de culture est extrêmement important. Mais les gens se déplacent dans la région, dans le Grand Paris, pas seulement pour aller boulot, métro, dodo, quoi. Voilà. D'accord. Et de plus en plus de banlieue à banlieue. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre, comme je vous le disais, de France hexagonale, c'est l'endroit où les habitants font le plus appel à leur voiture individuelle parce qu'ils ont des temps de transport incroyables. Pour vous donner une idée, Clichy-Montfermeil, qui a beaucoup de jeunes qui pourraient être employables sur la plateforme de Roissy, à vol d'oiseau, c'est 9 km et il faut 1h30 pour y aller. Bon. Donc, j'ai dit chiche à la proposition du président de la République, en demandant quand même plus d'éclaircissements sur les financements. Mais j'ai proposé un système de double boucle parce qu'il y a un retard de 30 ans en Seine-Saint-Denis qui doit nous amener sur le milieu du département et le milieu de la métropole francilienne, dans la zone dense qui verra se construire la ville intense des années qui viennent, respectueuse de l'environnement, qui mêle les lieux de domicile, d'emploi, de formation et de consommation. J'ai proposé un tracé pour Arc Express qui est complémentaire de la ligne de métro du Grand Paris, ce qui permettrait, si le gouvernement accepte... Ça fait deux lignes en quelque sorte. Deux lignes, mais qui desservent l'une, la grande périphérie et qui permettrait d'aller d'une manière rapide entre Orly et Roissy. Oui. Et l'autre qui est un métro plus traditionnel qui permettrait de désenclaver notamment les lignes radiales qui sont aujourd'hui surbookées, on parle beaucoup de ce phénomène, et qui permettrait de mieux répondre au transport de banlieue à banlieue dans les années. Alors je crois que Maurice Leroy, le nouveau ministre de la Ville, est d'accord sur ce... Oui, il a accepté cette proposition. Donc maintenant, il faut passer à la caisse, comme on dit. Il faut passer à la caisse, mais vous voyez, je l'évoquais encore ce matin avec le président Huchon. D'abord, avec cette proposition, ça permet de combler les 3 temps. Le court terme, avec un plan de mobilisation voulu par la région pour prolonger les lignes de métro, réussir les chantiers des tramways. Le deuxième temps, avec la modernisation des lignes RER qui en ont bien besoin. Et le troisième temps, qui devrait nous amener à 15-20 ans sur Arc Express et le métro rapide voulu par le président de la République. Et je le dis, c'est ce genre de dépenses qui sont intéressantes, notamment dans une période de crise comme celle-là, parce que je pense que ce sont des investissements d'avenir qui sont bons pour l'emploi, qui sont bons pour l'économie. Et là, elles ne sont pas délocalisables, à condition d'être attentifs pour que ce ne soit pas une entreprise étrangère... Chinoise qui prenne le marché, oui. Pour les métros en particulier, enfin pour le matériel roulant. Mais les Allemands ont su le faire, je pense que nous serons protégés à Alstom. Ce sont des investissements de combien? Là, on a besoin d'inscrire 3 milliards. 3 milliards. Ouais. Mais 3 milliards sur combien? 15 ans? 15 ans. Ouais. 1 milliard tout de suite. Et,
Je pense que on doit pouvoir encore faire je ça, pense non? je pense que c'est jouable. Je Oui. pense que c'est jouable. Et je le dis, dans la grande compétition des grandes agglomérations européennes, c'est devenu indispensable. Je pense que la région Île-de-France a de nombreux atouts à faire valoir dans le cadre de la localisation d'un certain nombre d'entreprises et surtout, ce qui me préoccupe beaucoup, de centres de décision. Hein, l'enjeu Les sièges pour sociaux. nous, bien sûr, c'est d'obtenir les centres de décision, parce que c'est beaucoup plus difficile à un moment venu de supprimer des emplois ou de diminuer des investissements dans le pays ou dans la région où vous avez votre siège, plutôt que l'inverse. Hein. C'est pas pour rien que Vilvoorde a été fermé et pas Flins. Ce concept de ville-monde, hein, il y a finalement peu de villes qui réunissent toutes les caractéristiques d'une ville-monde. Il y a New York. New York. Il y a Londres. Exact. Il y a Shanghai. Il y a Istanbul. Istanbul aussi, oui, c'est vrai. Singapour. Oui. Tokyo, quand même. Oui. Et là, Et Paris. Et Paris. Et la région Île-de-France. La région Île-de-France. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner à Paris intramuros sans prendre la région. Toutes ces villes-mondes, c'est quand même le nom de la ville qui donne le concept. Hein, c'est pas Istanbul, c'est 15-20 millions d'habitants, mais c'est Istanbul qui demeure. De la même façon, c'est Paris. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une contradiction entre, d'un côté, une politique à Paris qui vise à faire de Paris souvent une ville musée, voilà, une ville pour les bobos, voilà, et en même temps une activité, et qui expulse ces activités économiques, moins de magasins, etc. Et en même temps, on délocalise à la périphérie les sièges sociaux, les activités économiques. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux? Alors, je crois que, notamment depuis que Delanoë est maire, ça a changé totalement les choses. Hein, pour nous, élus de banlieue, maintenant, on est considérés. On a des discussions, notamment sur les grandes cités populaires. Avant, vous voyez, on avait un certain nombre de grandes cités à Bondy ou Aulnay, par exemple, qui étaient gérées par Paris. Et Paris y mettait toute la population qu'il ne voulait pas. C'était le système qui a bien fonctionné sur le partage des territoires entre gaullistes et communistes. Mais à l'époque, c'était quoi? Pour les communistes, c'était quelque chose d'extraordinaire, dans la mesure où on leur disait « on vous met la classe ouvrière ». On vous concède quelques départements. Et ces logements ont continué à accueillir la classe ouvrière. Mais là, a beaucoup changé. Une grande partie de cette classe ouvrière a disparu. Elle est ou immigrée ou au chômage. Et elle est aujourd'hui... Ou alors elle est repoussée de plus en plus loin. Bien sûr. L'effet splash est un élément extrêmement important. Et c'est pour ça que nous devons réfléchir dans le concept de Paris Métropole. Vous voyez, je garde le nom Paris, mais Paris Métropole. C'est évident qu'à la fois, il faut que Delanoë continue le travail qu'il est en train de faire, notamment dans le cadre de la loi SRU, pour rattraper le retard qu'avait Paris en termes de construction de logements sociaux. Mais c'est évident qu'aujourd'hui... Mais pas seulement des logements sociaux. Non, bien sûr. À la fois logements sociaux. Et puis, vous savez, de toute façon, quand on parle du logement, c'est toute la chaîne du logement qu'il faut appréhender. Alors, vous avez été ministre de la Ville pendant 4 ans. Et aujourd'hui, on a l'impression que on parle tout le temps du logement, mais finalement, on ne fait rien. Il nous manque à peu près 1 million de logements en France. Voilà. Partie logements sociaux, mais aussi partie logements intermédiaires. Voilà. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas dans ce pays à résoudre le problème du logement? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la manière dont on mobilise l'effort public. Le jour où vous mettez l'effort public sur de la défiscalisation, vous en avez moins pour le logement social. Mais ça, c'est les erreurs de la loi, non pas c'est lié, mais ça remonte au gouvernement socialiste d'ailleurs. Hein. C'est l'avantage à niche fiscale, les Besson, tout ce qu'on a connu. Finalement, c'est une prime aux promoteurs. Oui, alors... Et ça fait monter les prix des terrains. Je suis d'accord. Et surtout, en termes dans une période de raréfaction du logement, toutes ces aides sont valables pour le premier acquéreur. Bien sûr. Parce qu'il fait la culbute et le deuxième, après, rentre dans un marché, hélas, à coût très élevé. Donc là, je pense que c'est un véritable enjeu national. Vous voyez, je pense que d'abord, il faut qu'on réfléchisse sur le parcours locatif et sur la taille des logements. Parce qu'aujourd'hui, le petit jeu subtil sur on construit du logement social, mais ceux qui veulent éviter la famille nombreuse et immigrée vous construisent du studio et du 2 pièces. Donc il y a aussi une réflexion sur cette question de la taille des logements, parce qu'elle va finir par être, elle est déjà discriminante, et il faut que l'on puisse étudier l'ensemble du logement. Il faut trouver du foncier. Alors le foncier, il y en a beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer.
Bon. Ce qui est surtout la question qui doit être posée, c'est comment on fait pour en mettre assez sur le marché pour faire baisser les coûts. Vous voyez, regardez, aujourd'hui, si l'on continue comme ça, il va être impossible de produire du logement social en première couronne, parce qu'avec la demande qui s'exerce actuellement sur la région Île-de-France, avec des statistiques qui n'ont pas été bonnes, vous voyez, on avait fait des études sur le nombre de logements nécessaires, sans prendre en compte le vieillissement de la population. C'est les familles monoparentales. Les divorces, parce que quand des couples divorcent, ils veulent pouvoir être à côté de leurs enfants et de les accueillir. Donc c'est fini le temps de, il y en a un qui prend un studio et l'autre qui garde le 3 pièces. Donc les divorces, le vieillissement de la population et le nombre d'immigrés en situation irrégulière que personne ne voulait voir et qui exercent une pression sur le logement. Donc là, il faut que l'on revienne sur ces différentes réalités et puis sur le coût, parce que quand vous produisez du logement, il y a un certain nombre de coûts dans le logement qui sont indexés sur des prix internationaux. On ne va pas avoir un prix pour la ferraille différent en France qu'elle n'existe au niveau international. Sur le ciment, c'est exactement la même chose. Sur l'autre variable d'ajustement, on ne va pas dire aux salariés du logement, on va vous mettre 30% en moins de salaire pour avoir des logements viables. Donc, en fait, c'est le foncier qui fait monter. Voilà. Parce que le coût de construction, il est le même partout. Hein. Voilà, parce que maintenant la TVA est extrêmement réduite, même si on peut encore faire un petit effort, c'est le foncier. Donc le foncier, il y a tout intérêt à mettre le paquet au niveau de l'intervention de l'État là-dessus. Et surtout, il faut que l'État arrête de spéculer sur des terrains qui lui appartiennent et qu'ils essayent de vendre au plus haut. Soyons clairs, pour être plus précis, que les hôpitaux, que l'armée, que la SNCF essayent de vendre, RFF essayent de vendre dans une période de pénurie les terrains au plus haut qui permettent de sortir de l'accession à la propriété. Plutôt pour du bureau. En plus, de l'accession à la propriété ou du bureau sans tenir compte de ce besoin de faire face à la chaîne du logement, aujourd'hui c'est un scandale. Et puis il faut que l'on ait des périodes de production plus rapides. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Oui, mais ça, il faut changer la réglementation à ce moment-là. Mais c'est-à-dire qu'il faut simplifier la réglementation. Mais je le dis. D'autant plus qu'il faut simplifier la réglementation et en finir avec les recours abusifs. Exactement. Vous voyez, moi je prends tout le temps 2 exemples. Lorsque nous avons voulu la Coupe du Monde de football, nous avons construit le Stade de France, et croyez-moi que pour la Seine-Saint-Denis, ça a été véritablement quelque chose de très positif, en empêchant tous les recours. Et lorsque nous avons voulu continuer à avoir la construction de l'Airbus à Toulouse, pour construire la voie à grand gabarit, on l'a construite dans des conditions extraordinaires et en évitant tous les recours. Alors ça c'est vrai pour l'aéronautique ou pour le sport et ce ne serait pas vrai pour le logement dans une période d'aussi grande difficulté. Donc là il faut y aller. Ça veut dire que, et la gauche en l'occurrence, va devoir nettoyer toute la réglementation qui a été faite depuis 25 ans, en principe pour protéger les locataires, les petits propriétaires, etc. Et en fait, il faut que l'intérêt collectif prime sur les intérêts individuels. Mais vous voyez, je pense qu'on a fait le gros du travail au niveau législatif parce que la loi SRU, plus que jamais... mais il n'y a pas que la loi SRU, c'est aussi toutes les obligations faites sur la loi Carrez, les termites, on croule, le logement croule sous les réglementations. Oui, je pense que là, il va falloir revoir le coût global. Oui. Le coût global pour savoir en termes d'urgence qui doit être produit. Vous voyez, moi, il y a quelque chose que je ne supporte plus. On est en train d'augmenter les normes, on est en train d'augmenter les coûts, et pendant ce temps-là, on voit apparaître de nouveau des bidonvilles. Oui. Venez en Seine-Saint-Denis, le long du canal de l'Ourcq, le long d'un certain nombre d'entreprises de la SNCF. Pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, l'ouverture des frontières européennes a abouti à la réapparition d'un certain nombre de bidonvilles aux portes de Paris. Donc là-dessus, il va falloir... Mais qui avaient disparu dans les années 60. Bien sûr, il va falloir qu'on y fasse extrêmement attention. Et puis, soyons clairs, je pense que sur des zones à haute tension, il va falloir, et j'ai vu que Bertrand Delanoë l'avait proposé, que l'on revienne sur la liberté des loyers. Lorsque vous avez cette règle qui avait été vendue à un moment donné, qu'il fallait que le loyer représente 1/3 des revenus des salariés, lorsque vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est largement dépassé pour bon nombre de salariés, alors qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le logement, c'est quelque chose de central. Il y a eu une dernière étude du ministère de l'Éducation nationale qui a essayé de comprendre les raisons de l'échec scolaire. Eh bien, la raison qui apparaissait en premier, c'est la taille du logement.
Alors on le comprend dès que l'on Une rentre. des grandes différences entre la France et l'Allemagne, c'est que le ménage allemand consacre en moyenne 20% de son budget au logement, et en France, c'est 30%. Oui, bien sûr. Et ça, c'est des différences de compétitivité aussi. Et du coup, Oui. l'on voit ce que ça peut représenter à la fois sur le reste de la consommation, et l'on voit ce que devient l'enjeu de pouvoir obtenir un logement. Je vais vous raconter une anecdote, et elle pourrait vous être confirmée par Harlem Désir. Je le balance. Harlem, il y a quelques années, pour des raisons familiales, a voulu s'installer au Pré-Saint-Gervais. Il était parlementaire européen. Il était venu me voir en disant « Claude, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait me louer ?» Je lui indique un investisseur que je connaissais, qui avait plusieurs logements de la taille qu'il souhaitait. Le soir, il m'appelle et il me dit « Claude, merci, ça y est, demain, je pense que ce sera fait. » Je lui dis « Comment ? Demain ? Pourquoi ça n'est pas fait ?» Il m'a dit le propriétaire veut que je trouve un garant parce qu'il trouve que parlementaire européen, c'est un contrat à durée déterminée. » Donc vous imaginez. Alors imaginez le jeune qui arrive avec sa première fiche de paye et son premier contrat à durée déterminée. Vous voyez dans quelle situation on se retrouve. Bien, on va attendre donc une grande proposition de politique du logement de la part du PS. Oui, je pense que c'est indispensable socialement, ça sera bon pour l'emploi aussi, et ce sera bon aussi pour l'aménagement du territoire. Moi, je vous le dis, je crois beaucoup encore à l'attractivité du pays et de la région Île-de-France pour les entreprises, mais il faut que l'on soit capable de montrer que l'on invente cette ville intense, respectueuse de l'environnement, respectueuse des multifonctions de la ville. Et si nous réussissons ce pari, je pense qu'on aura possibilité à montrer tout l'intérêt de venir s'installer en région Île-de-France dans le cadre, là et aussi... même en Seine-Saint-Denis. Mais en Seine-Saint-Denis plus que jamais, parce que le Grand Paris passera par la Seine-Saint-Denis où il ne se fera pas. On a bien compris. Bon, Claude Barthelone, merci. Merci à vous.